Vous n'avez pas remarqué qu'il y a de plus en plus de scandales dans la recherche, que ce soit les scientifiques s'associent à des industriels, ou des chercheurs qui utilisent des méthodes pas très légales pour obtenir des financements. Mais du coup, est-ce que ce serait pas plutôt le milieu dans sa globalité qui serait corrompu? Bon, je pense que vous vous en doutez que la fraude, elle existe. Après, est-ce qu'il faut en faire une généralité? Je suis pas si sûr. Toujours est-il qu'il y a un chercheur qui s'est penché sur ce sujet et qui a pris un panel de chercheurs et qui leur a posé la question suivante. Est-ce que vous avez déjà fraudé au moins une fois dans votre carrière? Et la conclusion de l'étude a donné qu'il y avait environ jusqu'à 2% de chercheurs qui fraudaient durant leur carrière. Donc ça reste un chiffre important, mais ça reste une estimation, donc c'est pas véritablement fiable puisque c'est sur des dires. Donc il y a une autre étude qui a été faite ce coup-ci par le CNRS, et elle qui s'est portée plus sur les taux de rétractation, et ils se sont rendus compte que ce taux augmentait ces dernières années. Donc pour ceux qui ne savent pas, le taux de rétractation, c'est un petit peu comme le nombre d'études qui a été publié, mais qui en réalité qui est faux. Alors c'est pour plusieurs causes, la cause principale, ça reste quand même la fraude. Et du coup, c'est toujours la même problématique. Pourquoi cette augmentation? Quel est l'intérêt des chercheurs de frauder? Bon alors, la raison principale de frauder, c'est simplement de publier dans une revue prestigieuse. Pour avoir de la thune. Bah oui, c'est pour avoir de la thune, mais en même temps, on peut pas la reprocher. En plus de ça, c'est sous forme de financement, donc c'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils ont du travail. Donc c'est un peu compréhensible. Et on peut rajouter une deuxième raison qui est lorsqu'on publie dans une revue prestigieuse, en général on est reconnu par ses pairs, et ça c'est une grande victoire. Après vous devez bien vous douter qu'il y a des contrôles dans ces revues. Du coup comment ils font? Alors la première raison, elle est toute simple, c'est le plagiat, et on peut ajouter aussi le duplicata. Si vous voulez, c'est tout con. C'est un chercheur qui prend une étude de quelqu'un d'autre ou de la sienne, qui change des valeurs, qui change la langue ou d'autres paramètres, et qui la publie dans une autre revue. Alors vous allez me dire, c'est facile quand même de vérifier les différentes publications. Le problème c'est que c'est dans des revues privées, et pour vérifier, pour avoir un contrôle sur la totalité, il faudrait qu'il y ait une banque de données publique. D'ailleurs, il y a d'autres manières d'augmenter son nombre d'articles. Une des plus vicieuses, c'est de faire appel à un sous-traitant. Donc c'est des chercheurs qui ont besoin d'augmenter leur nombre d'articles, et qui font appel à une agence qui, elle, fabrique de toutes pièces une étude, et qui la vend au chercheur. Et lui, il a juste à signer avec son nom, à mettre son nom sur l'étude, et il peut la publier. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, faut avoir un peu d'argent, et pour ceux qui n'ont pas d'argent, du coup, il y a une autre méthode, c'est d'utiliser, si vous voulez, un algorithme qui va rédiger de toutes pièces une étude. Nous, on a juste à rentrer des mots-clés, et on a l'étude faite de toutes pièces, sans aucun travail humain. C'est exceptionnel. Alors, comme troisième manière de frauder, j'ai décidé de vous parler un petit peu de la manipulation de la valeur P. Alors, si vous voulez, la valeur P, c'est un peu comme un indice de fiabilité des études. Donc, c'est-à-dire que pour qu'une étude soit publiable, il faut qu'elle soit inférieure à cette valeur seuil, qui est 0,05. C'est comme ça. Et du coup, il y a des personnes qui suspectent un petit peu des arrangements de données pour rentrer un petit peu dans les normes. Et du coup, il y a une recherche qui est tombée. Alors eux, si vous voulez, ils ont pris un grand nombre d'études et ils ont regardé simplement leur valeur P et l'ont mis sur un graphique. Donc si vous voulez, ce graphique, au début, ça montrait qu'il y avait un grand nombre d'études qui étaient bien inférieures à la valeur P. Ce nombre diminuait au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la valeur. Juste avant, il y avait une augmentation. Bon, c'est déjà un peu suspect. Et juste après, il y a une cassure. Du coup, là, on suspecte qu'il y a plus ou moins un grand taux de recherche qui ont utilisé un petit peu un arrangement de données pour passer dessous. Et du coup, au final, tout simplement, d'être publiables alors qu'ils étaient pas fiables. Et donc, pour le dernier, alors c'est pas vraiment une manière de fraude, c'est plus un facteur qui amène justement cette fraude, c'est le conflit d'intérêt. Donc, ça devrait mériter une vidéo entière. Mais pour faire simple et concis, si vous voulez, le fait que des chercheurs soient financés par un industriel, ça altère un petit peu son jugement et du coup un peu son libre arbitre sur ces données. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres facteurs de fraude. J'entends par là par exemple l'hyperpublication, qui est de publier à très haute fréquence des petits articles. Là on pourrait publier un seul et gros article, mais du coup dans des temps beaucoup plus longs. Du coup ça amène quelques problèmes puisque déjà la qualité baisse puisqu'on cherche à bâcler ces études
pour aller jusqu'à une publication d'une fois par semaine, ce qui est astronomique. Et on peut même suspecter que certains chercheurs volent, si vous voulez, l'identité des véritables auteurs. Là, je pense par exemple aux responsables de labo qui ont la possibilité de inscrire leur nom en première liste d'études qu'ils ont absolument pas rédigées et absolument pas participé. Alors le dernier, c'est pareil, c'est pas un facteur, c'est plus un problème de lecture. Si vous voulez, c'est la confusion entre corrélation et relation de cause à effet. Alors cette distinction est en général pas faite par les médias, c'est pour ça qu'on se fait quelque sorte avoir. Et du coup, j'essaie un petit peu de vous expliquer la différence entre les deux, donc tenez-vous bien, c'est assez compliqué. Alors, la relation de cause à effet, c'est assez facile à comprendre. Si vous voulez, c'est deux facteurs, l'un influe sur l'autre. Par exemple, le tabac amène le cancer. Ça va. Par contre, la corrélation, et c'est là où c'est plus compliqué, c'est pareil, vous avez deux phénomènes, le problème c'est qu'il y a juste un lien entre les deux. Mais vous savez pas lequel influe sur l'autre, ou si simplement c'est deux phénomènes comme ça qui arrivent en même temps, mais qui sont pas liés, enfin qui sont pas associés. Je prends un exemple, je mange du chocolat, j'ai des boutons. Est-ce que le chocolat amène véritablement à avoir des boutons? On n'en sait rien. C'est tout à fait possible que ça soit une simple malchance, ou ça peut être même un troisième facteur. Dans mon exemple, ça serait, par exemple, le stress amène à manger du chocolat, et m'amène aussi à manger des boutons, à avoir des boutons. Alors à ce niveau-là de la vidéo, tu dois te dire un petit peu qu'il y a de nombreux problèmes en recherche. Et du coup, tu vas faire un petit peu attention, tu vas te méfier un petit peu des prochains articles que tu vas lire. Et en un certain sens, c'est un peu l'intérêt de la vidéo, mais il faut quand même remettre un petit peu les choses dans son contexte. Donc déjà, premier point, il n'y a que 2% des scientifiques qui sont estimés fraudés, durant au moins une fois dans leur vie. Donc ça reste quand même 92% des chercheurs, des scientifiques, qui n'avoueraient pas avoir fraudé. Ça reste quand même assez intéressant. Deuxième point, il faut savoir que la recherche, elle n'est pas présente de manière égale dans tous les domaines. Si vous voulez, vous avez des domaines où il y a de gros intérêts financiers, là où il y a beaucoup de fraude, et d'autres où il y a moins d'intérêts financiers, du coup, il y a moins d'intérêt à frauder. Alors tout bêtement, ceux où il y a des gros intérêts, ça va être la médecine, ça va être tout ce qui est autour de l'alimentation, de la santé, et tout ce qui est autour aussi de l'écologie. Du coup, comment pallier à ces problèmes dans ces domaines-là? Ça va être tout bête, ça va être de faire appel aux agences nationales et internationales qui, en général, sont moins en lien, moins confrontées aux conflits d'intérêts. Tout bêtement, l'ANSES, elle mentionne bien que tous ces experts ne sont pas soumis à des conflits d'intérêts et qui sont vraiment libres dans leur expertise. Alors je voulais revenir vite fait quelques instants sur les médias, quand j'évoquais brièvement tout à l'heure. Je trouve que c'est un petit peu dommage de les mettre tous dans le même sac, même les médias traditionnels. Alors certes, il y en a une grande partie qui est un petit peu à éviter, ou du moins à faire attention. Mais de les mettre tous, ça serait dommage, puisqu'il y en a qui, je pense, qui restent fiables, qui restent intéressants. Et du coup, je pense que notre intérêt, c'est un petit peu de mettre en valeur ces revues et ces sites qui nous tiennent à cœur, qu'on trouve fiables. Donc je vais vous donner quelques-uns que j'ai utilisés pour cette vidéo. Alors, il y a ScienceTV, simple. Après, il y a Pseudoscience aussi, qui est intéressant. BoomKeRD, voilà. Alors, je vais vous en donner d'autres au fur et à mesure des vidéos, mais n'hésitez pas à mettre ceux que vous considérez comme fiables et intéressants en commentaire, tout simplement. Bon, et du coup, pour finir un petit peu sur cette note de volonté d'éradiquer la désinformation, je voulais vous présenter du coup le livre qui m'a été utile pour réaliser cette vidéo. Donc c'est Malscience de Nicolas Chevasseau-Olieu. Alors bon, je pense que vous en doutez, c'est un livre qui met en lumière un petit peu les points négatifs de la recherche dans les labos, mais pas que. Il remet aussi en cause certains concepts scientifiques tels que le facteur d'impact, dont je vais sûrement reparler dans une vidéo, mais qui est quand même très important en sciences. Et il pose aussi les nouvelles problématiques du milieu scientifique actuel et cherche un petit peu aussi du coup à apporter des solutions. Donc je tenais quand même à vous remercier pour être resté si longtemps sur la vidéo, et du coup je vous dis à la prochaine. Ciao!